Donc en fait, on va vous parler d'une enquête qu'on a réalisée auprès des 15-25 ans dans la région Midi-Pyrénées. Une enquête qui est assez originale par plusieurs points de vue. Et c'est vrai qu'on a bénéficié aussi d'un contexte assez favorable. Donc Laurent va revenir sur un peu la problématique sociologique qui a guidé l'enquête, et puis on va redétailler, présenter l'enquête et pas vous donner beaucoup de résultats parce que nous aussi on a encore les mains dans les données et vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Moi je vais être un peu bref du coup sur la problématique sociologique, juste vous présenter un peu les interrogations qu'on visait, les débats que notre enquête visait à interroger. Donc, c'est toute la question sur l'omnivorisme, le passage de la distinction à l'omnivorisme ou à la dissonance et la tablature. Donc voilà, le passage au début des années 90 des questionnements de Michel Lamont et Richard Peterson sur une remise en question du modèle de la distinction de Bourdieu. Et avec le développement à la fin des années 90 du modèle en 2004, donc du modèle de la dissonance de Lahire, et plus récemment du modèle de la tablature d'Hervé Glevarec. Donc bon, je vais revenir brièvement sur quelques points théoriques et méthodologiques de l'approche de Bourdieu que l'ensemble des autres auteurs discutent aussi dans leur modèle. Donc voilà, j'en ai listé 3, donc c'est comment Bourdieu définit ce qu'il appelle la légitimité culturelle, le mécanisme, etc. Sa façon d'expliquer les goûts comme étant pas de manière substantielle mais en relation les uns avec les autres, et leur cohérence. Donc chacun des points étant rediscuté de manière postérieure autant par Lahire que Glevarec et les travaux de sociologues qui diffusent leurs travaux dans Poetics notamment. Donc voilà, au niveau de la légitimité culturelle, c'est plutôt une définition hiérarchisée et des œuvres culturelles par les institutions scolaires. Bon, tout le monde est au courant de ça. Donc là, je reprends une petite citation d'un art moyen où il dit « Les différents systèmes d'expression s'organisent objectivement selon une hiérarchie indépendante des opinions individuelles ». Donc c'est l'idée que quel que soit, que les personnes le veuillent ou non, elles se trouvent soumises aux principes hiérarchisés des œuvres culturelles. Et donc voilà, et que les œuvres légitimes tendent à imposer à l'ensemble des personnes leurs principes de perception. Donc voilà, il explique par l'institutionnalisation des savoirs organisés à travers l'institution scolaire, et il distingue en fait ce qu'il appelle en fait dans un art moyen les cénacles des critiques de l'institution scolaire, où en fait les cénacles des critiques seraient des instances qui n'imposent pas avec la même force leurs principes de perception et qui sont plutôt constitutives des critiques l'imposition de principes de perception sur les œuvres en voie de légitimation. Donc ça, il s'appuie, ça c'est d'un art moyen, donc ça touche la photographie. Donc voilà, bon, ça c'était juste un petit retour, bref. Donc voilà, l'explication relationnelle des goûts. Les goûts des membres s'expliquent, des différentes classes s'expliquent par le rapport qu'ils entretiennent avec leur groupe. Donc là, c'est toujours par rapport à la photographie. Donc il expliquait que la photo ayant des fonctions sociales, plus la personne était intégrée au groupe, plus elle avait tendance à appliquer à la photo une pratique qui répondait à sa fonction. Et donc voilà, et sa pratique modale qui est fonction de deux choses. Je passe brièvement pour en venir. Idem pour la cohérence des goûts. Voilà.
notamment donc, bon, sur l'habitus que critiquera Lahire, qui est à la base en fait, du concept de dissonance. Donc là, je suis revenu sur l'usage en fait, de Bourdieu des indicateurs, puisque ça me paraissait pertinent par rapport aux questions qui portent sur le traitement des pratiques culturelles. C'est que, contrairement aux enquêtes du DEPS ou d'autres enquêtes sociologiques, en fait, il a utilisé des noms de morceaux plutôt que des genres. Et bon, après, il les a situés a priori au sein de ce qu'il considérait être la hiérarchie des genres. Donc plutôt que parler de musique classique, il a utilisé le clavecin intempéré, etc. pour situer donc, musique classique d'avant-garde, musique consacrée vulgarisée, œuvres majeures des genres mineurs, etc. Donc là, du coup, en descendant au niveau des œuvres, il opérait des distinctions intra-genres, en fait, que Hervé Glevarec réinsère dans la tablature. Et ensuite, bon, dans sa manière d'expliquer le lien entre pratique culturelle et origine sociale ou niveau diplôme, la largeur, la robustesse, disons, les indicateurs bulldozer, en gros, lui permettaient, par exemple, de traiter, d'expliquer le sens de la relation avec une souplesse interprétative. Donc, par exemple, pour des pratiques, disons, classiques associées à des pratiques de culture libre, il expliquait cette association chez les étudiants les plus diplômés par une audace, alors qu'il y avait un autre type interprétatif quand il s'agissait d'individus des classes moyennes, voire populaires. Donc voilà. Donc voilà au niveau méthodo. Donc ensuite, j'en viens maintenant à l'omnivorisme, dissonance et tablature, où en fait il y a un accord, on peut considérer qu'il y a un accord commun entre ces théorisations autour du fait qu'il existe une hétérogénéité des goûts, mais il y a un désaccord sur la manière interprétative de les aborder. Donc tout d'abord l'omnivorisme, donc, comme je vous le disais, avec Michel Lamond dans son ouvrage sur l'argent et la morale, qui réinterroge. Donc l'ouvrage est basé sur le fait de savoir comment les gens, sur quels critères les gens, comment l'amitié se développe entre individus. Donc. Et les travaux de Richard Peterson autour des enquêtes SPPA qui reprennent, qui sont un point comparatif des enquêtes du DEPS. Et donc voilà, et au fur et à mesure des années 90, quand on jette un regard sur les travaux et surtout de début 2000, sur les travaux qui ont été faits sur l'omnivorisme, on constate que le concept est lui-même éclectique en fait. Et au niveau de la production comment on le mesure, etc. Donc je vais en faire quelques points là-dessus. Donc il y a des divergences en gros sur 4 points. Donc sur comment est-ce qu'on considère, à quel niveau on considère l'omnivorisme. Est-ce que c'est entre domaines culturels? Donc Richard Peterson s'est surtout basé sur la musique. D'autres ont comparé pratiques culturelles en termes de musique, de littérature et de télé. Donc voilà, et de leurs caractéristiques. Par exemple, il y a des enquêtes qui portent sur le degré auquel les pratiques sont encastrées dans l'industrie culturelle, en fait. Pour tester, donc du coup, ils comparent la musique, qui était chez ces sociologues caractérisée comme largement intégrée aux industries culturelles, à la littérature, en fait. Donc voilà. Donc au niveau des indicateurs chargés de mesurer l'hétérogénéité, donc il y a un débat autour de est-ce qu'on utilise, est-ce qu'on mesure l'omnivorisme aux préférences ou aux pratiques effectives. Donc là, l'argument au niveau des pratiques effectives, c'était de dire que les gens étaient beaucoup plus impliqués et il y avait un investissement de soi beaucoup plus fort dans les pratiques que dans les préférences. Donc c'est pas ce que Peterson favorise. Et au niveau des catégorisations des degrés de légitimité,
Donc il y a eu deux formes qui ont eu lieu en fait. Enfin, soit il y a des enquêtes qui posent a priori des degrés de légitimité en disant ben, telle pratique est légitime, etc. Et d'autres qui laissent émerger en fait les degrés de légitimité en fonction de la structure des données en fait. Donc en mesurant par exemple l'écart entre une pratique serait légitime si il y a en même temps un attrait très fort au niveau des classes supérieures et un rejet total, ou partiel en tout cas, chez les classes plus populaires. Donc ensuite, il y a eu un débat autour des déterminants explicatifs de l'omnivorisme avec, je cite Relich en fait, c'est un article qui est publié au milieu des années 90 et où il se demande en fait, ok, il y a des pratiques éclectiques et donc il y a des associations de genres légitimes et d'autres plus populaires chez les classes supérieures. Et comment est-ce qu'il y a des socialisations différentes qui permettent d'expliquer l'aspect plus légitime et l'aspect plus populaire. Donc voilà. Et ensuite, dernier point, je cite un article de Sullivan et Katzgero en fait, où ils réinvestissent, ils essayent de préciser la notion d'omnivorisme et où en fait, donc eux laissent l'omnivorisme laisse à l'omnivorisme en fait la mesure de l'ouverture des genres et eux ils insèrent la notion de voraciousness pour mesurer l'intensité à travers ces genres en fait. Donc c'est la remarque de Guy Bellavance qui peut dire qu'on peut survoler tel genre, tel type de pratique et être un peu plus investi dans une autre. Donc voilà, donc ça c'était pour parler un peu du débat qui est autour du concept d'omnivorisme. Donc voilà, ensuite je vais en venir à la dissonance et un peu plus après à la tablature. Donc voilà, Lahir, dans son ouvrage « La culture des individus », fait une critique de l'omnivorisme en disant qu'il y a un problème méthodologique. Donc par exemple, on peut constater une omnivorité à l'échelle des groupes et pas forcément à l'échelle individuelle. L'éclectisme peut être dû au contexte de la pratique. Donc par exemple, j'ai telle et telle pratique parce que c'est en tant que pratique d'accompagnement, etc. Donc du coup, le fait de ne pas s'intéresser au contexte de pratique peut laisser passer le sens symbolique que les gens investissent dans leur goût, dans leur pratique. Et bon, voilà, l'omnivorisme ne serait pas nouveau puisque en fait, dans la culture des individus, il se réintéresse aux données de la distinction et fait apparaître qu'il y aurait pu avoir également un éclectisme dans les années 60 si Pierre Bourdieu s'était attaché au point de vue individuel et s'était attaché aux marges. Donc voilà, et il critique, donc voilà pourquoi je revenais tout à l'heure sur la légitimité culturelle, il critique le fait qu'il y aurait une seule légitimité culturelle et du fait de la pluralité ce qu'il appelle des instances de légitimation, avec les médias notamment, les groupes de pairs, il y aurait un affaiblissement de la légitimité culturelle au sens classique et le concept de dissonance ajoute aux distinctions interclasses les distinctions qu'il peut y avoir au sein de la classe et même au sein d'un même individu qui, selon Lahir, saurait reconnaître ces pratiques plutôt légitimes de celles plus populaires en fait. Donc voilà, et enfin la tablature de Hervé Glevarec. Donc il prend en fait ce qu'il appelle une mise en genre musicale, où en fait il y aurait une sorte de maxime qui serait nul ne peut ignorer que chaque genre produit des œuvres de qualité en fait. C'est ce qu'on peut lire dans son article paru à la revue française dans l'année sociologique. Donc voilà, il prône un intérêt pour des distinctions intra-genres. Et selon lui, en fait, on passe de la distinction à la diversité culturelle et ça change le lien social entre les individus en termes de culture,
où on passerait en fait du mépris qui caractériserait la distinction à la tolérance comme primauté de rapport social entre les gens en fait. Donc voilà, et enfin il revient sur la cohérence des goûts lui aussi, où il affirme, après avoir fait une analyse des correspondances et en ayant eu 7 classes, il essaye de montrer qu'au sein des membres des classes supérieures, donc leur goût reste restreint, et ce qu'il qualifie de restreint et variable. Restreint puisqu'ils ont l'ensemble des membres de la classe n'ont quasiment aucun l'ensemble des pratiques qui devraient leur être qui devraient privilégier, et variable puisque en fait l'analyse des classes, les différentes classes en fait, il y a des oppositions de génération en fait, variable selon la génération. Donc voilà, après vous avoir présenté, brossé un panel en matière des enquêtes qui ont été faites et qui essaient d'aborder la question de l'éclectisme, quelques questionnements que notre enquête essaie de réintégrer dans le questionnaire. Donc après, Benoît vous parlera un peu plus des questions qu'on a intégrées au questionnaire. On a essayé de tester donc, à la fois les légitimités inter- et intra-genres, donc avec des questions qui portent plus sur des morceaux, donc qui nous permettaient de rentrer à l'intérieur des genres. Variété des goûts musicaux et de leur sens symbolique, donc là c'était des questions qui ont trait au contexte d'écoute. Contexte d'écoute et catégorisation des artistes ou des titres que les gens disaient préférer. Ensuite, on a essayé de voir comment, tester un peu la circulation des préférences et des modes de découverte. Donc avec des questions, comment est-ce que vous avez découvert ce morceau et est-ce que vous l'avez fait partager, et si oui, selon de quelle manière. Et enfin, on a des questions sur l'écoute avec les parents, pour tester justement la transmission intergénérationnelle et pour tester un peu l'idée de transmission du capital culturel. Donc voilà. Donc là, Laurent a brossé la problématique sociologique. Cette problématique, elle a émergé dans le cadre d'une opportunité. Alors peut-être que vous avez entendu parler, il y a plusieurs années, la notion de réseau social, de réseaux sociaux, a été intégrée dans les programmes de sciences économiques pour les lycéens. Ça a fait énormément de débats, c'est peut-être un abandon des classes sociales. Et plusieurs sociologues sont intervenus auprès des professeurs de sciences économiques pour introduire cette notion de réseaux sociaux. C'est ce qui s'est passé à Toulouse et le contact a bien pris et ça s'est tellement bien passé qu'en fait, des enseignants de sciences économiques sont revenus nous voir en nous disant mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas renouveler la collaboration et éventuellement faire une enquête ? Donc l'enquête qui s'appelle RES 1525, elle vient de cette rencontre entre des chercheurs, donc c'est de Toulouse, dans un LABEX, structuration des mondes sociaux SMS, et un groupe de 38 professeurs. On avait pour objectif en fait de continuer cette collaboration entre milieu scientifique et enseignement du second degré. L'idée, c'était de mettre les élèves, les lycéens, en situation de sociologue, de les faire participer à une enquête, de réagir sur la construction d'un questionnaire, de faire la passation et de faire les premières exploitations. Et c'est là où, pour nous, ça a été une véritable opportunité, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est retrouvé avec 1500 lycéens concernés, de 24 établissements, de 24 lycées de l'Académie de Toulouse. Et ces 1500 lycéens, c'est 1500 enquêteurs à qui on a demandé de faire passer, au début on voulait faire passer 3 questionnaires, finalement on est revenu sur 2 questionnaires, auprès d'un jeune âgé d'entre 15 et 20 ans et un autre entre 20 et 25 ans.
Et donc on a préconçu un questionnaire qu'on a testé entre nous. On s'est aperçu que sur plein de choses, on était complètement à côté de la plaque aussi sur les nouvelles technologies ou sur les genres musicaux étudiés. On a fait réagir les jeunes, les lycéens sur le questionnaire. Ça nous a permis aussi d'avoir un autre test pour valider le questionnaire. Et du coup, on a intégré notre recherche, tout le calendrier, dans le calendrier scolaire des lycéens. C'est-à-dire que là, on a été vraiment extrêmement rapide pour des enquêtes quantitatives en sociologie, puisqu'en fait, on a élaboré le questionnaire entre septembre et décembre 2013. Les lycéens ont fait la passation, donc c'était une enquête en face à face, entre janvier et février. Puis ils ont saisi le questionnaire entre mars et avril, ce qui fait que fin avril, on avait déjà les jeux de données. Alors, du point de vue légal, on a fait une déclaration de traitement à la CNIL qui était assez simple en fait, parce qu'il n'y avait pas trop de données personnelles. Donc là-dessus, ça s'est fait en même pas 5 jours. Et du point de vue de l'accès au terrain, la passation du questionnaire était un exercice scolaire. Hein, c'était comme s'ils avaient des devoirs à faire. Et de la même manière qu'ils faisaient des devoirs à la maison, ils ont fait une passation pendant leurs vacances. Donc du coup, là, on a eu accès à un terrain de manière extrêmement rapide et ça nous a été tout bénéfique. Donc on a ces 1500 lycéens en fait ont enquêté quasiment 2400 enquêtés. On a récupéré un échantillon plutôt féminin. En fait, c'est lié aux caractéristiques des lycéens où il y avait un peu plus de filles. On avait des lycéens qui étaient assez jeunes. Donc c'était plus facile pour eux de trouver des personnes âgées entre 15 et 18 ans ou entre 18 et 25 ans, même si on leur a demandé d'aller voir ailleurs. Et on avait beaucoup de lycées sur Toulouse, donc on a du coup un échantillon qui est plutôt assez urbain par rapport aux données du recensement. Mais donc là, dans l'état actuel, ce n'est pas du tout un échantillon représentatif au niveau national et absolument pas représentatif au niveau Midi-Pyrénées. Mais vu les effectifs qu'on a, je pense qu'avec une variable de pondération, on pourra se caler sur la population des 15-25 ans de la région Midi-Pyrénées. Alors, l'enquête ne portait pas uniquement sur la problématique qu'on a développée, hein, c'était à la fois sur les relations personnelles des enquêtés, sur l'équipement en termes d'équipement de communication et sur les goûts musicaux. Donc, enfin, c'est à la fois les musiques qu'ils écoutent actuellement et sur les musiques écoutées avec les parents. Ce qui fait que dans le questionnaire, on aborde différentes questions. La passation était pareil, on a eu les mêmes contraintes, hein, mais en gros, en moins d'une demi-heure, le questionnaire était passé. Sur la partie des goûts musicaux, là, pour vraiment répondre à cette problématique qu'a développé Laurent, on a zoomé sur les spécificités des pratiques, des écoutes actuelles. On s'est posé tout le problème de savoir est-ce qu'on allait sur le terrain avec une nomenclature de genre musical prédéfini, vu la problématique, enfin les questions qu'on avait, nous, de faire un peu de voir où on en était par rapport à l'omnivorisme, au goût légitime, aux dissonances et tout ça. On a fait le pari d'aller enquêter vraiment sur les goûts, les morceaux étudiés. Alors sur la partie, je vais présenter vraiment les questions qu'on a posées sur les goûts musicaux. Alors on avait vraiment une question, pratiquez-vous un instrument sans plus de précision. Je ne pense pas que la question de savoir ce que la voix était un instrument se soit sortie. Je précise aussi, donc du coup, en fait, nous, on a travaillé avec les professeurs et ensuite la formation des enquêteurs s'est faite par les professeurs en salle de classe. Et donc, évidemment, on n'échappera pas au problème de traduction qu'on a, de compréhension des questions. Mais on pense quand même, enfin, on a descendu dans un univers lexical assez proche. Enfin, descendu. On a pris vraiment les mots qui étaient utilisés par les personnes de 15 à 25 ans. Et en fait, on a voulu voir aussi donc, sur la question de la transmission des goûts musicaux,
Est-ce qu'ils écoutaient de la musique avec leurs parents, oui ou non? Et si oui, alors en fait ça va guider tout le questionnaire. On les invitait à nous préciser soit un artiste et un genre, soit un morceau et un genre, ou un genre musical, ce qui n'est pas sans poser de problème pour l'analyse. Et ensuite, une fois qu'on avait déclaré ce qu'on écoutait avec les parents, on leur demandait s'ils aimaient écouter encore cette musique ou s'ils supportaient plus du tout. Donc ça, c'était pour apprécier l'univers musical au niveau avec les parents. Sur les écoutes actuelles, en fait, on leur a demandé de citer 4 musiques ou artistes préférés qu'ils écoutaient en ce moment. Donc, on retrouve le même principe de désigner soit un artiste ou un album ou un titre et essayer de spécifier à chaque fois par un genre. On va voir pourquoi, Laurent nous reviendra dessus. On a aussi posé des questions sur les circonstances d'écoute, c'est-à-dire que donc, sur cette préférence musicale, est-ce qu'il écoutait pendant des fêtes ou en faisant du sport, alors c'est en faisant du sport ou dans des transports, avec des amis ayant les mêmes goûts, est-ce qu'il écoutait en fond durant une autre activité ou est-ce qu'ils en avaient une écoute attentive en solo. Donc on proposait 5 réponses et on laissait une catégorie autre pour éventuellement des situations qui ne rentraient pas dans le cadre de nos réponses. Ensuite, en fait, on s'est intéressé aussi en fait, comment a été découvert le morceau. Alors, ça ne répondra pas au problème effectivement de la source, à l'origine de la diffusion des goûts musicaux. Est-ce que l'objet qui est écouté a été conseillé par une personne, oui ou non? Et si oui, en fait, on demandait à un identifiant pour après vraiment décrire cette personne, tel qu'on peut le faire en sociologie, des relations personnelles, à savoir en termes d'âge, de sexe, est-ce que c'est un voisin, et est-ce que différents, de toutes les variables, les principales variables socio-démographiques qu'on utilise. Et si le morceau n'avait pas été communiqué par une personne, comment il l'avait découvert? Donc on a fait opposer un peu médias classiques, presse, TV, radio, aux médias spécialisés, en médias en ligne. On a rajouté la modalité dans un concert ou un festival. Et puis on a laissé encore la catégorie autre pour pouvoir préciser éventuellement les réponses. On a demandé, dernièrement, quelques variables supplémentaires sur l'objet qui était écouté. Est-ce qu'on suivait l'actualité? Est-ce que, en fait, c'était on l'avait découvert en ligne pour la première fois? Est-ce qu'il possédait, est-ce qu'il possède un support de l'enregistrement, de ce qu'ils écoutaient, soit un CD, un vinyle ou sur un support numérique? Et on leur a demandé si eux-mêmes avaient fait découvrir ce morceau à d'autres personnes. Donc, on avait nous aussi donc, la contrainte du coup d'avoir un questionnaire assez léger entre guillemets. Donc en fait sur le côté musique, on n'a pas posé plus de questions que ce qu'on vient de vous présenter. Ensuite, on a posé les variables sociodémographiques classiques en termes d'âge, de sexe. On a aussi la difficulté de faire saisir une catégorie socio-professionnelle, même si les PCS de l'INSEE sont au programme des sciences éco, ce n'est pas des experts du chiffrement des professions. Donc on a à la fois d'un côté une réponse en clair de la profession si la personne était en cours, occupait un emploi, si l'enquêteur occupait un emploi. Et puis également pour les parents, on a demandé à la fois la profession en clair et les élèves, à l'aide éventuellement des professeurs, ont recodé cette profession dans une nomenclature très agrégée en 8 postes, en 6 postes même, oui. Donc, les agriculteurs, artisans, cadres supérieurs, professions intermédiaires et ouvriers, vous le connaissez bien. Et de toute façon, on sait bien aussi que elle est difficile à capter, cette CS. Donc, on a demandé un niveau d'études
Nous, on a vraiment fermé du coup la question. Le niveau d'études, à la fois pour l'enquêté, c'est ses parents. On l'a demandé en 4 modalités, inférieur au bac, bac plus 2, supérieur à bac plus 2, dans l'idée de finir sur une variable un peu binaire, de distinguer enseignement supérieur de tout le reste, y compris enseignement général ou professionnel. Donc voilà, c'est là toutes les limites qui ont été soulevées sur la CS, on a été confronté aux mêmes difficultés. Du point de vue en fait, donc c'était des questionnaires papier passés en face à face par nos enquêteurs, et les enquêteurs ont saisi dans le cadre de leur cours les questionnaires papier sur une application qui a été développée par un enseignant, saisi sous le contrôle entre guillemets de l'enseignant. L'enseignant était là pour accompagner. On avait même prévu un score de fiabilité pour que éventuellement les enseignants nous disent attention, il y a élèves peu sérieux, questionnaire farfelu et tout ça. Finalement, les lycéens se sont vraiment pris au jeu. On a quand même il y a quelques questionnaires qui sont complètement farfelus. On récupère des maman était travaillait pêcher des moules, ou je sais plus, où je réside à Putassier-sur-Marne. Putassier-sur-Marne, si vous êtes habitué des émissions satiriques sur Canal+, ça vous dit quelque chose. Enfin voilà, donc c'est absolument pas dans le code officiel géographique de l'INSEE. Donc il y a 2-3 trucs comme ça qui nous ont permis de dire voilà, c'est des questionnaires qu'on va supprimer. On n'en a pas supprimé beaucoup, hein, je veux dire, vraiment c'est moins d'une dizaine. Et donc du coup au final on obtient vu qu'on est à la fois aussi dans une problématique analyse des réseaux sociaux, on a un fichier qui est enquêteur qui correspond à nos 1500 lycéens qui ont enquêté 2400 personnes. Ces 2400 personnes ont cité environ 6300 préférences musicales, et parmi les 2400 personnes, on a récupéré 3800 écoutes musicales avec les parents. Vu qu'on n'a pas proposé de nomenclature, qu'on a récupéré soit des genres, des artistes ou des morceaux, on se retrouve avec un fichier de plus de 2000 artistes, un fichier de plus de 500 genres musicaux sur lesquels il faut revenir sur l'orthographe, hein, parce que c'est Edith Piaf, on ne l'écrit pas forcément de la même manière, même Stromae, on ne met pas forcément. Donc nous, on a encore un gros travail de nettoyage des données à faire. Et du coup, là, Laurent va revenir pour vous préciser comment on va se débrouiller pour travailler avec des artistes, des genres ou des morceaux écoutés, quoi. Voilà. Je vais vous présenter maintenant quelques points sur lesquels on a eu des discussions, toute l'équipe, sur comment retraiter les données pour qu'ils soient exploitables. Oui. Juste une toute petite question. Dans l'histoire des codes postaux, vous n'avez pas eu de soucis ? On avait à la fois pour les lieux de résidence, on avait à la fois la ville et le code postal. Et du coup, moi j'ai refait un travail manuel. Et de toute façon, oui, il a fallu reprendre, mais ça n'a pas été très très long. Et du coup, après, on a fait une correspondance code postal, code INSEE, pour récupérer toutes les variables, tranches urbaines et tout ça. Donc voilà, la première question qui s'est posée une fois qu'on a récupéré les données, ça a été au niveau des catégorisations des genres. Donc ça a été quel principe d'équivalence on essaie d'appliquer pour qu'on puisse faire de la comparaison, du traitement statistique, sachant que en fait les objets musicaux du coup que les lycéens déclaraient étaient caractérisés soit donc c'était et ou un genre musical, soit c'était un artiste ou un groupe ou un compositeur. Ils pouvaient parler soit d'un album dans son ensemble ou d'un titre en particulier en fait. Donc du coup ça pose des questions quand même sur si on veut traiter de la question de l'omnivorisme, sachant que la question est surtout débattue en termes de genres musicaux, ça pose la question de comment est-ce qu'on catégorise si par exemple on n'a pas... parce que en gros le genre principal qui a été cité c'est genre inconnu en fait.
Donc, ça pose la question de comment les lycéens catégorisent ce qu'ils écoutent, sachant que pour eux, le genre n'est pas forcément ce qui est le plus pertinent, en fait, genre musical. Donc, ensuite, pour entrer donc, dans cette mise en équivalence, en fait, il y avait plusieurs questions qui se posaient. Comment on catégorise en fait lorsqu'il y a un artiste qui apparaît et qui a une longue carrière discographique, dans quel genre on le met en fait? Donc quand les artistes ont au fil du temps traversé les genres musicaux, la mise en équivalence elle pose problème selon la question qu'on se pose en fait. Puisque une personne peut écouter un artiste, enfin un lycéen peut écouter un artiste et s'intéresser qu'à l'artiste et ne faire aucune différence entre ce que l'artiste produisait dans une tranche de 10 ans, ou, bon là je fais référence un peu aux résultats de ma thèse qui est en cours sur les goûts musicaux aussi, où des personnes peuvent me dire, bon ben en fait j'écoute tel artiste mais dans ma discographie il y a un trou de 10 ans, où j'aime pas du tout ce qu'il a fait pendant cette période en fait. Et qui recoupe la question du genre en fait. Puisque c'est le passage aux années 80 pour David Bowie par exemple. Donc voilà, donc la question de comment on catégorise quand un artiste a une longue discographie. Comment on catégorise également quand un morceau mélange les genres. Il y a eu de fortes collaborations entre rock et rap par exemple, ou des morceaux de rap et jazz par exemple. Est-ce qu'on introduit en termes de catégorie l'époque? Donc une fois qu'on a le morceau, en fait c'est facile de cibler quelle décennie le morceau est sorti. Donc par exemple donc on a souvent, ce qui est revenu en termes de, on a eu Edith Piaf par exemple, Georges Brassens. Donc est-ce qu'on catégorise par exemple chansons françaises années 60-70? Donc pour rentrer vraiment dans des catégories intra-genres, pour voir apparaître des clivages générationnels par exemple. Par degré de diffusion sur les médias, donc on a fait une sorte de top 20 tout à l'heure. Je vous montrerai, on a un slide dessus sur la comparaison en fait entre le top 20 des lycéens et le top 20 au même moment de ce qui était diffusé sur les principales radios du moment. Donc là c'est une question en termes de degré de diffusion au niveau des médias. Donc, ça revenait un peu, vous l'avez abordé tout à l'heure. Donc ensuite, ça c'était la question sur les équivalences. Il y a aussi comment les lycéens catégorisent et le lien qu'ils font en fait entre, leur manière de catégoriser. Derrière, il y a un sens, la différenciation du sens qu'ils mettent derrière leur catégorie en fait. Donc par exemple, pour des morceaux, est-ce qu'ils vont citer j'écoute telle compilation et du coup ou j'écoute la musique du Roi Lion, ou est-ce qu'ils vont qualifier, et donc du coup pour un même morceau écouté, leur manière de qualifier ce qu'ils écoutent en fait. Donc voilà, exemple des bandes originales ou des compilations. Ensuite, donc pour la mise en catégorie, la confrontation entre leur mode de catégorie et ce qui nous intéressait, c'est de savoir les catégorisations subjectives en fait, et de savoir comment on passe, comment on retraite tout ça pour qu'on puisse faire des comparaisons qui puissent tenir la route, quoi. Donc on a vu que ça posait quand même pas mal de problèmes, on est en train de les résoudre, là, justement, on s'y planche dessus, on n'a pas du tout résolu le problème. Et comment est-ce qu'on traite ensuite, pour un même artiste cité par exemple, le fait qu'il y ait des catégorisations différentes en fait. Donc là par exemple, vous parliez de Stromae tout à l'heure, il y a eu, ça a été l'artiste le plus cité, et on vous a mis autour toutes les catégorisations que dont Stromae pouvait être l'objet, quoi. Donc là, comment est-ce qu'on fait pour situer Stromae
et pour utiliser les catégories. Enfin, ça pose bien la question du coup entre catégories des industries culturelles et catégorisation indigène des personnes, quoi. Donc voilà, donc ça c'était quelques points sur lesquels on est en train de se poser des questions actuellement. Donc on va en venir à quelques résultats qu'on a pu tirer pour l'instant, qui ont émergé. Donc au niveau des modes de découverte et de circulation, les musiques écoutées, donc là ça sera au niveau des artistes puisqu'on est encore en train de retraiter les catégorisations, et quelques points sur la transmission intergénérationnelle, enfin sur l'écoute partagée, et qu'est-ce qui reste de l'écoute partagée avec les parents et qu'est-ce qu'il en reste actuellement dans leur goût actuel. Donc là, en fait, c'est une représentation sur... donc c'est un slide qui est au niveau de la déclaration des morceaux écoutés, donc c'est pas du tout au niveau des individus. Donc vous voyez, il y a 6300... sur les 6300 morceaux qui apparaissent, en fait, donc là, en fait, il y a trois, enfin, il est divisé en trois. Donc tout à gauche, en fait, c'est comment par quel biais les personnes ont découvert la musique. Et ensuite, c'est est-ce qu'ils l'ont fait partager ou pas à des personnes de leur entourage, en fait. Donc, ben, on peut voir que les découvertes par le biais des pairs, ben, elle est de 35%. Alors que l'écoute, la découverte via les médias, quels qu'ils soient, en fait, est de 65%. Donc il y a une forte découverte via les médias, en fait. Et si on regarde la circulation, on voit que la musique a été partagée en gros à 47%. Donc il y a un partage un peu moins que la moyenne donc de ce que les gens ont découvert, quoi. Donc ensuite, on s'est demandé, bon, si les individus découvraient par les médias, par quel type de médias est-ce qu'ils découvraient? Donc on voit, ben voilà, les médias classiques, donc télé, radio, arrivent en majorité. Viennent ensuite les réseaux numériques, donc Facebook, Twitter et le dernier, les réseaux, enfin un autre type de réseau numérique. Donc voilà, et que les concerts arrivent très largement à la fin, ce qui est normal peut-être pour des lycéens. Donc voilà. Donc ensuite, les musiques écoutées par les 15-25 ans. Donc là, on vous a mis en fait un parallèle entre top 20 de ce qui était écouté par les à gauche, donc par les répondants de notre enquête, et le top 20 des artistes les plus diffusés, en fait, sur... donc ça, on a tiré les données sur Internet, en fait, sur un site qui est censé mesurer, en fait, le degré de diffusion. Donc tout ça, c'était pour essayer de voir est-ce que les jeunes suivent plutôt les tendances médiatiques les plus largement diffusées ou non. Et bon, enfin, on retrouve quand même des similitudes au plus haut. Donc elles sont classées des plus... là, c'est un nombre de citations, voilà, qu'on les a classées. Et bon, Pharrell Williams, au moment de l'enquête, était culminant dans les... autant chez nos enquêtés que diffusés radiophoniquement. Et donc, le tableau, il fait apparaître quand même des similitudes en termes du taux de citation comparé à ce qui est diffusé au moment de l'enquête sur les médias les plus généraux, quoi. Par contre, ils écoutent Get Lucky de Daft Punk, alors que dans le top 20, c'est un autre titre de Daft Punk qui Stop Crash. Là... C'est un temps de retard en quelque sorte, comment ça s'explique? Alors il faudrait peut-être, je sais pas, je connais pas du tout l'ordre de diffusion des morceaux de Daft Punk. C'est Get Lucky et ensuite ça. D'accord. Oui, après ça peut s'expliquer, oui, par... Enfin, on ne sait pas encore. Ouais, là, pour l'instant, on n'a pas de. C'est-à-dire qu'en fait, sur l'enquête, on est quand même sur une population 15-25 ans qui est quand même assez spécifique. Là, je pense que c'est vraiment le top 20 au niveau. C'est quoi? Oui, c'est France entière ou je sais pas. Ouais. Si, je pense que Julien l'avait. Ouais.
Ouais. Il y a également la même distinction avec Stromae. C'est pas les mêmes titres qui reviennent dans les deux. Papa Outé et tous les mêmes. Donc ça veut dire que C'est formidable. en fait, ce qu'il aurait fallu, il faudrait voir combien de temps il reste dans le classement et comparer avec la colonne de gauche. Ouais. Ça permettait de voir s'il décrochait plus vite que le temps que... Voilà. Donc voilà pour le top 20. Bon, ensuite, on a essayé de voir s'il y avait des distinctions de genre. Donc on a fait le top 20 des filles et des garçons avec les. Donc vous avez en rouge ce qui est cité exclusivement par l'un et l'autre des genres. Donc on voit quand même que c'est quand même bien clivé. Enfin, chez les filles, vous avez Beyoncé, Rihanna, Indila, One Direction qui est un boys band féminin, plutôt écouté par les filles. Et du côté masculin, donc vous avez AC/DC, Booba, Bob Marley, Martin Garrix. Donc, bon, et par ailleurs, vous avez quand même, puisque en fait vous avez que 5 qui étaient réellement clivants, on peut voir quand même qu'il y a quand même des points de convergence entre les sexes, plus que des différences, quoi. Enfin, disons qu'il y a des artistes qui sont moins clivants que d'autres. Il y a vraiment des trucs de Max, c'est-à-dire que le rock, le hard rock, c'est très différenciant. Génériquement, AC/DC, ça apparaît pas chez les filles. Et puis Orelsan, Fauve, Muse, c'est autre chose, mais Orelsan et Fauve, on pourrait mettre ça du côté des néo-formes un peu aventureuses, comme on pourrait les qualifier. C'est de la néo-avant-garde en quelque sorte, mais pour teenager, quoi. Et du coup, ça apparaît chez les garçons, mais pas chez les filles du tout. Et enfin, on avait un tableau, mais là que j'ai pas mis, mais où on voit apparaître. Après, on a essayé de distinguer selon les âges et les sexes, et on voit apparaître AC/DC chez les garçons et plus vers les 20-25 en fait. Donc voilà. Autre tableau qu'on a essayé de montrer, c'est la transmission intergénérationnelle, où on leur demandait quels artistes est-ce qu'ils écoutaient avec les parents. Et donc là, on vous a mis le rapport qu'ils entretenaient avec ces mêmes artistes actuellement. Bon, globalement, il y a des clivages. Je ne sais pas si je l'ai mis juste après. Oui, non, après, je vous ai mis. Bon, il y a les rejets forts, à part Sid Johnny, Claude François, Céline Dion et Francis Cabrel. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qui est pour des artistes. Et ensuite, on a essayé de voir, quel que soit l'artiste, le degré de conservation en fait, de l'écoute des genres. Où on voit en fait que... Donc c'est pour ça que ça nous a un peu surpris. Donc, nous, on a trouvé en fait qu'ils étaient quasiment 80% à dire qu'ils écoutaient plus jeune de la musique avec les parents. Mais après, c'est pas la même... Oui. Alors, on l'a... Mais après, vous avez parlé d'échange. Nous, c'est peut-être au niveau de la variable aussi que c'est pas la même, puisque vous parlez d'échange et nous, c'est plus que de l'écoute. On leur demandait au présent. On leur demandait si... Ouais. Ah, d'accord. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ils discutaient... à l'instant T. Voilà. Qui discutaient assez souvent, rarement ou jamais musique avec leur père, leur mère, on a mis les grands-parents, on avait mis tout un nombre de catégories de... Mais je pense qu'on ne mesure pas forcément la même chose non plus, puisque là, nous, c'est pas tellement au sens de l'échange, mais plus au niveau de l'écoute. Donc c'est peut-être un rapport un peu plus... Ouais, mais ça, parce que si tu demandes à quelqu'un, est-ce que plus jeune t'as écouté de la musique avec tes parents, il y a toutes les chances qu'ils disent oui, donc ça n'a rien d'étonnant. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de socialisation primaire à l'écoute musicale. Oui. Et il y a forcément, tout le monde a écouté de la musique avec ses parents, à un moment ou à un autre, non? Oui, mais du coup, vu que il y a des choses qui sont peut-être moins formalisées, que l'intégration passe beaucoup moins par l'échange, mais plus par l'essence en fait. Et, là, le problème aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est que quand tu es dans une culture de la chambre, je vois mon fils par exemple, je ne peux pas écouter ce qu'il écoute, sauf si vraiment je fais un effort immense pour m'intéresser et lui poser des questions. En général, il fait comme tous les ados. Et puis, il en discute avec ses copains, mais c'est très mystérieux. Je ne sais pas, Dominique, toi, tu discutes Non, je sais pas, mais la question que je me pose depuis tout à l'heure, dans l'enquête PCF, tu as un pourcentage non négligeable de gens qui n'écoutent jamais de musique. On est d'accord? D'adultes? Ouais. Oui. Enfin, sur l'échantillon global. Parce que global. quand on leur pose la question, c'est la première question qu'on pose, c'est est-ce qu'il vous arrive?
Moi, ce qui me... En prenant les jeunes, dans les 2 enquêtes, vous prenez une population qui est quand même très très particulière vis-à-vis de la musique. Vis-à-vis de l'écoute. Ah oui. Mais bien sûr, qui écoute beaucoup plus que... Alors du coup, est-ce que ça pose vraiment la question de la musicalisation du quotidien? Est-ce que ça pose vraiment la question de l'éclectisme? Ou est-ce que ça la pose dans cette population? Ah oui, c'est complètement. C'est pour ça que maintenant on met en place une autre enquête qui va être étendue à l'ensemble des tranches d'âge. Ouais. Puis tout à l'heure, je me demande, dans l'enquête PCF, il me semble qu'il y a quand même des gens qui écoutent jamais de musique. Puis même dans cette tranche d'âge de 15-25 ans, il y en a qui ont un rapport finalement, qui écoutent beaucoup de musique, mais qui ont un rapport assez lâche avec la musique, assez distant émotionnellement. D'autres qui ont un rapport... Mais ça, c'est dur à mesurer, ça. Enfin, dans les enquêtes Cali. Par contre, quand tu demandes à une classe, enfin, disons collège, lycée ou fac, qui n'écoute jamais, c'est la première question que je pose, qui n'écoute jamais de musique. J'ai aucun cas. Le seul cas que j'ai, c'est une fille qui est dans un espèce de repli, c'est un cas psychologique, qui est dans une espèce de repli par rapport au monde, et qui s'isole à la fac, elle est en première année au L1. C'est le seul cas que j'ai vraiment croisé comme ça. Et elle écoute, enfin, elle est immergée dans la culture cinématographique et séries télé. Et donc, elle n'écoute que des bandes son de musique de film. Parce que là, vous travaillez tous les deux sur des générations où, en fait, leurs parents sont les premiers à avoir écouté de la musique de façon très, très intensive. Donc, c'est... voilà. Est-ce qu'il faut traiter le phénomène comme nouveau, puisque c'est les enfants des premiers à être musicalisés, des premiers à avoir montré des signes d'éclectisme observables statistiquement? Ou est-ce que... C'est important. Moi, mes parents... il y avait 45 tours à la maison et c'était un exploit, quoi. C'était des musiques folkloriques traditionnelles, enfin des machins. Mais pour la première enquête, l'objectif était très clairement d'identifier les pratiques chez une population particulière, les collégiens et les lycéens. Et donc de tourner le dos à l'ambition. Ça n'a pas été présenté comme ça. Ça a été présenté comme une enquête sur la musicalisation du quotidien. Chez les jeunes. Mais chez les jeunes. Qu'on définissait voilà. comme... Mais c'est bon, il faut le présenter comme un truc, une population qui est très particulière dans le rapport à la musique. La musique et aux équipements culturels aussi, quoi. Enfin, à l'usage de la technique, avec l'usage des MP3, la maîtrise des téléchargements, c'est aussi spécifique par rapport à ça, quoi. Après, la question qu'on peut se demander, c'est si leur pratique de musique va continuer à l'âge adulte et si ça change vraiment quelque chose en termes de génération. Enfin, je ne vais pas prendre mon cas pour une généralité, mais je suis plus tout jeune, mais je ne suis pas encore... Comme moi. Mais non, je n'oserais pas. Et j'écoute pratiquement même plus de musique maintenant que ce que j'écoutais quand j'étais au lycée ou à la fac, quoi. Donc, et je vois dans mon environnement proche, mes amis, les gens que je vois de ma génération, quoi, ils n'écoutent pas moins de musique que... Eh ben, ça pose une grosse question. Moi j'en écoute moins, et j'en écoute moins parce que le gap technologique fait que j'ai décroché, en fait. Ça, c'est des choses qu'il faudrait qu'on puisse mesurer. Non, Donna, il dit que l'écoute intensive de la musique est un phénomène générationnel et pas un phénomène d'âge. Hein. Donc clairement, il dit qu'on continue, quand on a écouté de la musique jeune, les 2 générations qu'on peut observer continuent à en écouter énormément quand ils sont à l'âge adulte. Ouais, sauf que, est-ce qu'on est sûr que il faudra le vérifier, c'est l'appropriation des technologies ne constitue pas à un moment donné, ne produit pas d'effet de rupture. Moi je suis partagé là-dessus, j'ai des copains, mais qui sont il y en a un qui est luthier, il y en a d'autres. En fait, ils ont développé des stratégies extrêmement sophistiquées, mais ce sont des gens qui baignent dans un univers culturel très riche. Donc c'est des stratégies, par exemple, j'achète une super chaîne et puis je la connecte à mon iPhone et puis je vais sur des radios thématiques et donc j'ai une espèce d'univers musical qui est très formaté, qui n'est pas celui de la découverte, donc mais qui est celui de la confirmation, si tu veux, des goûts qui étaient déjà là. Mais par contre, je m'installe un dispositif technologique, donc au fond c'est associer les vieilles technologies, gros amplis à lampe, etc. Et puis voilà. Mais dans mon cas, mais après, j'en sais rien, là, j'ai pas les moyens de généraliser. Moi, ça a été une rupture très forte, quoi. Et y compris dans la pratique des instruments. C'est-à-dire qu'au-delà du sampler, dès que le sampler physique est passé au sampler sur ordinateur, pareil, c'est pas que je les utilise pas, mais j'ai pas de plaisir à les utiliser, je les utilise très très peu, quoi.
Mais Ça c'est une vraie question, il faudrait pouvoir le mesurer. Et à l'inverse, il y a ce phénomène d'un renouveau du marché du vinyle qui Très faible en fait. Quand même, il y a des chiffres assez hallucinants. Non, c'est 1,2. Ah oui, mais c'est très intéressant, même si c'est très peu, c'est très peu. Et s'il est dans les enquêtes qui existent, on voit qu'il est implanté chez des jeunes. C'est-à-dire des gens qui, justement, veulent casser l'écoute MP3 de mauvaise qualité. Étudiants. Oui, étudiants, bien sûr. Ils n'ont pas les moyens. Sinon. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un vinyle. On a eu la question sur 700, on a eu la question 200 fois, c'est quoi un vinyle? Mais au niveau de la maîtrise technique, si on dans la dernière enquête de Donna, là, où on croise en fait, il y a une question sur un peu la disposition esthétique, sur la fréquence d'écoute sans rien faire d'autre, et où on croise en fait en fonction des genres préférés et de la maîtrise technique, on voit que en fait, ceux qui déclarent comme genre préféré le classique, avec une forte écoute, du coup, en y adoptant un point de vue esthétique, disons, ils ont une faible maîtrise du téléchargement. Et on voit au contraire que c'est les jeunes générations qui déclarent le rock. Donc du coup, il y a un clivage à la fois générationnel et au sein des PCS même. Je pense que les deux choses ne s'interdisent pas l'une l'autre. Il peut y avoir au sein des PCS des clivages générationnels. Les jeunes générations, c'est ce qu'on voit en tout cas dans les croisements de la dernière enquête des Français. Pour compliquer les choses un peu, je me dis qu'il y a deux variables par rapport à la différence entre les jeunes et les moins jeunes. C'est que une question, c'est de savoir si on écoute beaucoup de musique, une autre, c'est si on écoute de la musique nouvelle, si on est dans une attitude de découverte, parce que là, la question de la relation entre le top 20 et les goûts, ça pose la question de est-ce qu'être à la mode, disons, le moment de découverte est important ou pas. Moi, spontanément, je dirais que c'est important au début et qu'avec l'âge, on s'habitue à réécouter un truc et reste à peu près stable. Sauf que comme il y a d'une part cette trajectoire-là qui est croisée avec le renouveau des formats technologiques, alors c'est comme si l'une empêtrait dans l'autre. Parce qu'une chose de dire, moi j'écoute toujours la même musique que lorsque j'avais 18 ans, mais tu dois l'écouter à chaque fois sur un support différent, te la procurer de manière différente, parce que tu vois, ça renvoie à la question que tu poses au début, effectivement c'est là où la boîte noire est située, c'est-à-dire pourquoi on écoute de la musique. On présume tous, spontanément, qu'on écoute de la musique parce qu'on aime la musique, mais ça veut dire quoi? Moi j'ai vachement aimé la musique à une période de ma vie parce que c'était différenciant par rapport aux copains de lycée ou de collège par exemple. Donc je me suis mis à aimer des trucs qu'ils n'aimaient pas parce que ça te différenciait. Après j'ai pu aimer la musique parce qu'il y a plein de raisons, parce que je sais pas, ça te permet d'entrer en connivence avec des univers. Exemple, tu dragues des filles, ben voilà, tu entres en connivence avec l'univers des filles que tu prétends séduire. Ça, c'est une autre raison. Tu vois, mais il y a plein de raisons. Et finalement, on présuppose qu'il y a une espèce d'homogénéité du goût et du plaisir pour la musique. Mais d'abord, je ne le crois pas. Il peut y avoir des raisons qui ne sont plus porteuses et qui font que tu décroches et que tu n'écoutes plus de musique, tout simplement. Après, il y a la question de la durée des goûts. Est-ce qu'ils perdurent? Est-ce qu'il y en a qui sont retravaillés avec le temps, par la découverte d'autres artistes? La question de la valorisation ou la dépréciation de certains artistes au sein des trajectoires, en fait. J'étais fan de tel et tel... des personnes qui me disent, bon, j'ai découvert tel style, le rap, par exemple, par MC Solar, et après, j'ai creusé un peu plus, et maintenant, je trouve que c'est moyen, quoi. Donc, il y a ces effets de rétroaction. Et puis par rapport à la question de la temporalité, dans mes entretiens, certaines personnes me disaient que, par exemple, j'ai un cinquantenaire qui me disait qu'il avait découvert Queen quelques années avant qu'il arrive en France, et du coup qu'il avait ramené ça au sein de son groupe de pairs, et que du coup c'était quelque chose de différenciant, puisque du coup là il y a l'aspect diffusion de la musique au sein d'un espace, et circulation individuelle des personnes. C'était différenciant puisqu'il avait ramené d'Angleterre chose qui n'était pas diffusée en France en fait. En fait, votre tableau top 20 là, en écoutant Esteban, je me disais que effectivement ça ne permet pas de repérer deux choses. D'abord,
mais ça c'est compliqué. Ce qui aurait été intéressant, c'est de croiser avec le CSP, autant qu'on l'est, c'est-à-dire qu'on aurait vu si la catégorie sociale avait un effet ou pas. Là. Et puis, la deuxième remarque, c'est que ça ne permet pas de repérer si c'est-à-dire qu'on peut avoir une écoute comme tout le monde, très conformiste, et en même temps, en dehors de cette écoute conformiste, bien entendu, on peut avoir une écoute beaucoup plus individualisée, beaucoup plus distinctive, tu vois, de répertoire que du coup les autres n'écoutent pas. Moi, je vois chez les étudiants, en tout cas, ça fonctionne énormément comme ça. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il faut qu'on ait il y a un partage, en fait, de valeurs communes ou de repères communs. Et c'est pas nécessairement qu'on y adore ou qu'on aime ça, mais voilà, ça fait partie d'un bain culturel et il faut l'avoir en tête. Quand je dis il faut, c'est même pas une intimation, sous-entendu, je passe pour un abruti si je ne connais pas. C'est juste que c'est un espèce de bain parce qu'on ne parle pas de choses comme par exemple aller en boîte ou danser, ou voilà. Et il y a toute une culture qui, c'est marrant, on parle d'écoute de la musique, mais on ne parle jamais de l'engagement du corps, par exemple, dans l'écoute de la musique, qui est chez les étudiants. C'est extraordinairement important. Moi, ils vont tous à des... Je leur demande, est-ce que vous allez en boîte, c'est les sorties du jeudi soir. C'est archi majoritaire, quoi. Et du coup, le rapport à la musique, il se construit aussi là. C'est-à-dire, voilà, on aime danser sur des trucs, on les a en commun. Mais par contre, ce que ça ne permet pas de repérer, c'est qu'est-ce qu'on a de différent. Après, c'est peut-être au niveau des classes d'âge, enfin, peut-être qu'on observe la différenciation un peu plus tard. Moi j'ai une remarque parce que ça m'a interpellé tout à l'heure quand vous avez expliqué que finalement quand vous leur posez la question des genres, ils fuient en fait dans d'autres types de réponses en vous donnant des noms d'artistes, des noms de chansons, et que leur manière de labelliser entre guillemets des genres était très faible. Nous on a exactement l'inverse, c'est-à-dire de manière surprenante, on a laissé en question ouverte. Et on n'a pas posé le terme de genre. Nous, le terme qu'on a utilisé, d'ailleurs, on l'avait longuement discuté, c'est le terme de style. On leur a demandé de nous citer les maximum 5 styles qu'ils préféraient et les 5 styles qu'ils détestaient le plus. Et ce qui était intéressant, c'est de regarder comment ils ont compris la question. Et en fait, spontanément, majoritairement, ils nous citent des genres. Allez, on n'a pas le chiffre précis en tête, mais on est dans l'ordre de 75% ou 80% du panel qui spontanément cite. On leur indique rien, hein, à aucun moment on a labellisé quoi. Il y a peu de chances qu'ils répondent à un nom d'artiste. Oui, ouais. Alors que nous, en fait, je pense que c'est dû à la manière de poser la question, puisque nous, on leur précisait morceau ou album. Enfin, du coup, on les laissait libres dans le degré de précision. On leur disait, le but c'était de partir d'un morceau. Justement, en fait, ils avaient une liberté dans le degré de précision. En fait, ils pouvaient soit citer un genre, soit un artiste ou un groupe, et ou un morceau, en fait. Donc, du coup, il y avait la possibilité qui jongle sur les degrés, en fait, de précision. Donc, c'est peut-être si on pose la question quel est votre style préféré. Mais je précise, dans les consignes de passation, d'ailleurs c'était marqué à l'écrit, mais on leur disait aussi à l'oral, on leur disait vous pouvez citer un genre musical, un artiste, on leur proposait quand même. D'accord. Ah oui, dans les consignes de passation, on leur proposait d'ailleurs, et c'était marqué entre parenthèses, je crois, de mémoire dans le questionnaire. Donc ils pouvaient lire ou entendre, nous, dans nos consignes, qu'ils pouvaient choisir si, par exemple, la majorité des gens qui ont cité des artistes pour nous expliquer leur style, c'est plutôt au collège, parce qu'ils avaient un peu plus de mal que mais au lycée, il y en a très peu, mais c'est infime, c'est à peine 1% qui ont cité pour l'exemplification, en fait, le nom d'un artiste. Ils sont systématiquement... et quand on a recodé justement à l'envers, je vous ai dit tout à l'heure, l'intuition que Philippe avait eue en disant, mais finalement, ils sont très, très conformistes dans ce qu'ils donnent. On n'a pas une étendue ou une explosion, alors qu'on leur laisse totalement le choix. Et quand on recode, on retrouve quelque chose qui est finalement assez resserré, quoi. C'est pour ça que je me dis que là, on est au cœur de la problématique de la journée, quoi. En termes de méthodologie, la manière dont on pose la question, la manière dont on les incite, on peut avoir des réponses finalement in fine qui sont très très différentes, quoi.